L'heure de vérité qui approche pour Benoît Saint-Denis, Moïcano qui annonce ne pas être venu pour faire de la figuration, mais aussi toutes les actualités majeures du jour, et bien sûr votre moment avec la Minute Auditeur. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. On a demandé à Renato Moïcano s'il n'avait pas été déçu lorsque l'UFC lui a offert Saint-Denis, qui est derrière lui au classement, il faut le savoir. Il a répondu que non, qu'il commençait à se faire vieux, qu'il n'avait plus le temps de choisir ses adversaires, et puis il pense que le classement ne veut rien dire. Si les fans t'apprécient et que les résultats sont au rendez-vous, le combat pour la ceinture viendra naturellement. Il a aussi déclaré ne pas avoir de pression à combattre à Paris, à l'extérieur donc, c'est son métier et ça ne change rien pour lui. Par contre, ses coachs l'ont prévenu que l'ambiance allait être électrique et qu'il ne les entendrait pas parler pendant les rounds, et doit donc très bien connaître la stratégie de combat. Et puis il estime aussi que combattre à Paris en main event va lui donner une grosse exposition et c'est quelque chose qui d'après lui compte beaucoup dans la carrière d'un combattant. Il a d'ailleurs un gros respect pour Benoît Saint-Denis puisqu'on lui a demandé si ça allait être son plus gros test en carrière et il le place juste derrière la légende José Aldo. Je rappelle qu'il avait perdu contre le Brésilien il y a quelques années. D'ailleurs il s'attend à un combat très dur, bien conscient que Benoît Saint-Denis n'est pas du genre à abandonner et il donne comme exemple son combat contre Dos Santos, premier combat du français à l'UFC. Et puis concernant l'après-UFC Paris, il se verrait bien affronter Hooker ou Pimblet, mais assure que ce n'est pas le palmarès de l'adversaire qui compte, mais sa notoriété du moment. Au passage, il estime que l'anglais a marqué des points avec sa victoire sur Bobby Green et ajoute même en souriant qu'il mérite un peu de respect, pas trop mais un peu quand même. Et puis on termine avec une anecdote assez drôle puisqu'il a confié qu'à une époque, il détestait McGregor, Covington et surtout Chael Sonnen parce qu'ils avaient eu des propos irrespectueux envers le Brésil et il explique même que lorsque Sonnen tournait le teuf, il était prêt à prendre un billet d'avion et aller le frapper par surprise. Il a utilisé le terme de sucker punch, on pourrait traduire par frapper en traître ou quelque chose du genre. Le futur adversaire de Nassourdine Imavov, Brendan Allen, estime qu'avec une victoire avant la limite ce week-end, il aura coché toutes les cases pour obtenir son combat pour le titre, même s'il est bien conscient que rien n'est garanti, et il assure aussi qu'il veut combattre régulièrement et n'attendra pas indéfiniment un combat de championnat. Il a aussi répété qu'il voulait que le combat soit en 5 rounds, ce qui aurait été refusé par Nassourdine. Alors cette fois, il a donné un peu plus de détails. L'UFC aurait d'abord envoyé un contrat pour 3 rounds, les deux combattants l'ont signé, ensuite Allen a dit à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux que ce combat méritait 5 reprises, donc l'UFC leur a proposé, lui a accepté mais pas Imavov, en tout cas c'est la version qu'il défend. Alors on sent bien qu'il a un peu d'amertume envers le français puisqu'il dit qu'il va combattre chez lui, devant son public et peut-être aussi devant ses juges. Bon là, très sincèrement je pense que quand t'as des ambitions de combattre pour la ceinture et d'être bien vu par l'UFC, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente à dire. Concernant le combat en lui-même, il estime avoir fait son maximum pendant la préparation, ne s'aventure pas à faire une prédiction, mais il estime que de toute façon, la seule possibilité pour ses adversaires de le battre, c'est de le mettre KO sur un coup de chance. Et puis on lui a demandé un peu plus d'informations sur la bagarre qu'il y a eu entre lui et Marvin Vettori. Il a botté en touche, il a pas voulu en dire plus et a expliqué en plaisantant que ce n'était pas lui, mais un gars qui lui ressemblait. C'est officiel maintenant, Dana White et la promotion UFC se lancent dans la boxe anglaise. Ils ont organisé leur premier show en Irlande la semaine passée et Dana White a annoncé avoir beaucoup d'idées. Il faut maintenant voir ce qui va marcher ou pas. Bon, on comprend très vite en l'écoutant qu'il veut déjà changer la façon dont se déroulent les soirées boxe, comme par exemple le temps entre les combats qu'il juge beaucoup trop long, et puis il laisse planer l'idée d'organiser les choses un peu comme à l'UFC, peut-être avec un classement, etc. Il a aussi affirmé que les boxeurs sous contrat pourront aller s'entraîner au Performance Institute, tout comme toutes les personnes en contrat avec l'UFC, même les combattants du Power Slap. Alors là, j'étais pas du tout au courant, je l'ai appris pendant l'interview, et forcément on lui a demandé si ça allait faciliter les crossfights avec des combattants de MMA qui iraient se tester en anglaise. Il répond que non, que ce n'est pas l'idée, il a même dit « j'espère que non ». Donc je pense que ça veut tout dire, même si Dana White est le roi pour te dire quelque chose le lundi, et tout son contraire le mardi. Sinon, Henry Cejudo en est certain, le combat entre O'Malley et Aljamain Sterling a été arrêté trop tôt. Il estime que le champion de l'époque n'était pas KO et que le combat aurait dû continuer. Il assure aussi avoir fait une meilleure prestation qu'O'Malley face à Merab, et espère affronter Sean pour son prochain combat. Diego Lopez pense que les deux options les plus évidentes pour lui maintenant sont soit d'être le backup fighter de Topuria contre Holloway, ou alors d'affronter Volkanovski en décembre, ajoutant que l'ancien champion n'aime pas l'inactivité et que lui non plus. Et comme je le disais dans un épisode précédent, Jorge Masvidal a annoncé son retour à l'UFC et pour l'occasion il se verrait bien affronter Leon Edwards, ancien champion de la catégorie. On se souvient qu'il y avait une bagarre entre les deux il y a quelques années, enfin c'était surtout Masvidal qui avait mis quelques coups de poing à l'anglais. Est-ce que ce combat va avoir lieu? Je pense que Masvidal est un peu loin au classement,
mais écoutez, sait-on jamais. Arman Tsarukyan a déclaré qu'il était prêt à attendre le retour de Makhachev pour combattre, et forcément Michael Chandler, à qui tout le monde, dont Tsarukyan, a reproché de trop attendre Conor, n'a pas pu s'empêcher et a tweeté « Attends Arman, tu as dit que tu étais prêt à attendre encore un an? Ça ferait 17 mois sans combattre, tu attendrais 17 mois pour un combat, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. » Bon, vous le savez, hein, moi je pense que parfois l'inactivité peut nuire à la carrière d'un combattant, maintenant il est aux portes du titre, donc je peux aussi comprendre sa position. Jean Silva, qui s'était proposé pour affronter Evloev en short notice, est plutôt déçu que le Russe n'a pas répondu à l'appel, et il déclare « Tu veux affronter quelqu'un que tu es sûr de pouvoir amener au sol, c'est que tu ne crois pas en toi-même. » Bon, pour le coup, je peux aussi comprendre Evloev, hein, qui est à 2 doigts de combattre pour la ceinture, et je pense qu'une victoire sur Silva ne le ferait pas forcément avancer dans la catégorie. On a Sean Strickland qui est arrivé dans l'Utah et qui participe au camp de Pereira, en vue de son combat face à Rountree. Les deux se sont déjà affrontés, hein. Pereira avait mis KO l'américain, mais on sait que depuis, ils aiment bien s'entraîner ensemble, et puis je pense que ça amène du positif à l'un comme à l'autre. L'ancien combattant de Muay Thai et coach français Jean-Charles Skarbowski est de nouveau aux États-Unis, hein, où il participe au camp de John Jones. Il a déclaré que l'Américain lui avait demandé de rester tout au long de son camp, mais qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait des obligations en France. Il va donc s'y rendre régulièrement par tranche de 2 ou 3 semaines. Et puis on espère que cette collaboration n'apporte encore une fois que du positif à nos deux amis. Dan Hooker explique que Chandler et Poirier se vantent de l'avoir battu, mais il ajoute qu'ils l'ont fait en 3 semaines de short notice alors qu'il s'entraînait dans son garage, et il leur demande s'ils veulent continuer de parler de ça, de lui accorder sa revanche. Hooker, en ce moment, on en parle beaucoup, entre Conor McGregor, Holloway, Dustin Poirier et Chandler, je pense qu'on peut dire qu'il espère obtenir un combat contre un des gros noms de la catégorie, et puis sûrement prendre un gros chèque au passage. Et d'ailleurs, Dustin Poirier lui a répondu sur Twitter: tu ne veux pas vraiment ça, Hooker. Et puis je suis tombé sur un truc assez marrant sur Twitter avec un internaute qui tweet: Stipe se blesse, Jones refuse d'affronter Aspinall, il est déchu de sa ceinture, Alex Pereira prend le short notice, une fois de plus, et nous avons Aspinall contre Pereira pour le titre incontesté des poids lourds. Je sais pas si c'est possible, mais c'est vrai que c'est un scénario qui me plairait beaucoup, même si je l'ai déjà dit, je donne pas grand chance à Pereira face à Aspinall, même si avec la puissance qu'il a dans les poings, tout est possible. Chase Hooper, lui, annonce qu'il a signé un nouveau contrat de 4 combats avec l'UFC et qu'il combattra en décembre face à la légende Clay Guida. Sinon, l'UFC a signé l'ancien double champion du ONE FC, Rainer Derrider. Il était champion en moins de 93 et moins de 102 kg, ce qui correspond au ONE au poids moyen et light heavyweight, mais à l'UFC ce serait light heavyweight et une sorte de division entre les light heavyweight et les lourds. Pour la petite histoire, il était invaincu lorsqu'il était double champion, il a perdu ses 2 ceintures face au même homme, Anatoly Malikin, et 2 fois par KO, c'était fin 2023 et début 2024, et depuis ça, il a quand même repris une victoire par KO à l'UAE Warrior, et pour son premier combat, il affrontera le vétéran Gerald Meerschaert. Des nouvelles d'un revenant maintenant avec Petroyan qui fera son retour face à Figueiredo le 23 novembre. Alors faut-il en déduire que le prochain combat pour le titre sera pour Umar Nurmagomedov? Je sais pas, mais on avait l'impression dernièrement que si ce n'était pas Umar, il y avait de grandes chances que ce soit Figueiredo. L'avenir nous le dira. Benoît Saint-Denis nous assure avoir beaucoup appris de sa dernière défaite, comme par exemple être prêt le jour J et pas une semaine avant ou une semaine après, mais aussi de savoir déléguer certaines tâches afin d'être plus concentré sur l'entraînement et d'y prendre plus de plaisir. D'après lui, c'est lorsqu'on prend du plaisir à l'entraînement qu'on progresse le plus. Il s'est aussi dit très fier d'être main event à Paris et reconnaissant envers l'UFC qui est au courant des conditions dans lesquelles il a combattu Dustin Poirier. Et puis enfin, il estime que Moïcano est un adversaire très expérimenté et nous promet du grand spectacle dans la cage comme à chaque fois. Charles Jourdain, spectaculaire combattant québécois, nous tease une descente chez les poids Batam avec en commentaire: les Batam ne vont pas aimer mon pied dans leur face, sauf peut-être Payton. Alors est-ce qu'il va descendre ou pas? C'est peut-être un moyen pour lui de relancer sa carrière. Et puis on a Nassourdine Imavov qui dévoile ses plans pour la suite. Il aimerait un combat face à Israel Adesanya au mois de décembre, et puis combattre pour le titre en 2025. S'il gagne ce week-end et qu'il bat Israel Adesanya ensuite, je pense que le prochain combat pourrait potentiellement en effet être pour le titre. Et puis je suis pas sûr de pouvoir faire une émission demain, donc je vais aujourd'hui vous dire ce que je pense un peu de la carte, surtout de la carte principale. Bon, je vais être très chauvin, je vais beaucoup y aller avec les Français, je vous affiche les cotes à l'écran. Fares Ziam contre Matt Frevola. Ziam est favori, et je pensais que Frevola le serait. C'est un combat sur lequel j'ai un gros doute, parce que Frevola frappe très fort, va falloir être très concentré dès le début pour Fares Ziam. Mais mon côté chauvin va me faire pencher pour lui, j'ai l'impression en plus qu'il progresse à chaque sortie, donc c'est encourageant. On a Morgan Charrière qui va affronter Miranda. Je vais donner Charrière un favori à 1,12. Je l'ai favori aussi.
Ensuite, on a Kevin Jousset contre Brian Battle. Donc je pense que là, les combats sont pas dans l'ordre. Hein. J'ai pas jeté un œil à la carte exactement. Mais pour moi, c'est pas vraiment cet ordre-là. Je vais y aller avec Jousset, même s'il n'est pas favori. Brian Battle, je suis pas ultra fan. Je pense qu'il est favori parce qu'il est plus connu. Il a, je pense, plus d'expérience à l'UFC. Ça fait un petit moment qu'on le voit. Jousset, j'ai encore des interrogations sur lui. On en a parlé l'autre jour dans la Minute Auditeur. Mais je vais y aller avec Jousset. Ensuite, William Gomis contre Joe Anderson Brito. On en a aussi parlé dans la Minute Auditeur. C'est vrai que ça va être très dur pour Gomis. Il a gagné à l'UFC pour l'instant, mais sans convaincre. Hein. On se rappelle notamment ses 2 premiers combats. Il est passé pas loin de la punition en toute fin de rencontre. Là, ça va être très compliqué pour lui. J'ai envie d'y croire, mais je vais peut-être plus y aller avec Brito sur ce coup-là, même si j'espère que Gomis va me faire mentir et puis accrocher Brito à son tableau de chasse. Ce serait une sacrée étape dans sa carrière. Ensuite, Nassourdine Imavov contre Brendan Allen. Je vais y aller aussi avec Nassourdine. Si ça va au sol, j'ai des interrogations, mais je ne sous-estime pas du tout le sol d'Imavov. Par contre, Allen est très très bon dans le domaine. Je trouve qu'il a un peu de lacune, Allen, debout. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, attends, son dernier combat contre Curtis, il a quand même eu beaucoup de mal. Mais j'ai l'impression que Curtis, c'est vraiment sa kryptonite. Hein. Il avait perdu le premier combat, là ça a été très très dur. Je pense que c'est vraiment le style qui l'a gêné, le gabarit de Curtis, etc. Il peut mieux faire. Mais je vais quand même y aller avec Nassourdine Imavov qui est favori. Et puis dans le main event, Moïcano contre Saint-Denis. Là je vais y aller avec Benoît Saint-Denis. Tout peut se passer, ça va être un combat très ouvert. Je pense que ça va aller à la guerre. Les deux sont connus pour prendre des coups, sont connus pour aller au sol aussi. Donc aucun des deux ne va avoir peur de suivre l'autre au sol. Et puis pour Benoît Saint-Denis, c'est un combat pivot, hein, on l'a dit. Changement d'entraîneur pour ce qui est du striking. Daniel Warin avait l'air d'être très proche de lui. On sait qu'il est très proche de son coach de sol aussi. Combat charnière, parce que là s'il perd contre Moïcano, ça voudra dire que le seul nom qu'il a accroché à son tableau de chasse, ça sera Frévola. Ensuite on lui a donné Poirier, on a vu que c'est pas passé. Là il redescend un peu contre Moïcano, ça passe pas non plus. Dans l'esprit populaire, il pourrait très vite devenir un combattant en fait à la limite du top 15 à chaque fois. Maintenant il est encore jeune, il peut très bien perdre ce week-end et puis revenir ensuite et enchaîner les victoires. Ce n'est pas trop tard pour Saint-Denis, mais mentalement la défaite pourrait faire mal, donc je lui souhaite le meilleur. Et je vais y aller avec lui sur ce coup-là. Et écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. On passe tout de suite à votre moment avec la Minute Auditeur. Et la Minute Auditeur, je la commence avec Soupaïcus Piège. Tu m'excuseras, un Soupaïcus Piège, c'est ça, je pense, le pseudo. Tu me dis sinon, pour l'UFC Paris 3, je pense que cette année va être compliquée pour les Français. Malheureusement, l'UFC nous a mis bien pour les éditions 1 et 2. Maintenant, c'est le MMA est installé chez vous. Il va falloir prouver. En gros, hein, je caricature un peu, mais les match-ups pour la moitié des combattants français restent chauds, que ce soit Gomis, Nassourdine, Taylov. Ouais, ça va être chaud, tu crois pas? Je suis d'accord avec toi, l'UFC avait été critiqué lors des 2 premières éditions. Voilà, les gens disaient, ouais, vous mettez des combattants pas faciles, parce qu'il n'y a pas de combat facile à l'UFC, mais vous avantagez les combattants français devant leur public. C'est vrai, j'avais entendu cette remarque. Là, c'est totalement différent, hein, que ce soit Benoît Saint-Denis, Nassourdine Imavov, etc. Ça va être un combat à chaque fois, ça va être compliqué à chaque fois. Je dirais peut-être que celui pour lequel je suis le plus confiant, c'est Morgan. Mais tout peut se passer dans le MMA, donc il pourrait très bien me faire mentir. En plus, il y a eu beaucoup de changements d'adversaire. J'étais perdu un moment. Lapillus, il a changé au moins 3 fois d'adversaire. Ça n'a pas été le seul sur la carte. Donc c'est compliqué, c'était compliqué à suivre. Mais bon, c'est samedi soir, ça va venir vite. Et puis aussi, ce qui se passe, c'est que Benoît Saint-Denis et Nassourdine Imavov, ils sont montés dans le ranking. Donc tu peux plus maintenant leur donner de combat facile, c'est pas possible. Et puis pour les autres, ils suivent le train. Et je suis très content pour eux parce que c'est quand même dans l'adversité que tu vas voir de quoi nos combattants français sont faits. Samuel Francin qui me dit « Est-ce que tu penses qu'en cas de victoire de Chandler sur Oliveira, l'UFC lui offrirait un title shot ?» Donc on avait dit que c'était l'avis de Hooker. Moi personnellement je sais pas. Je pense que c'est possible. S'il fait une grosse performance, il met un KO à Oliveira, c'est possible que l'UFC lui donne Makhachev. Maintenant j'espère que Tsarukyan aura le combat avant, mais on ne sait pas quand est-ce que va revenir Makhachev. Enfin tout ça est assez compliqué, ça va beaucoup dépendre de quand revient Makhachev. J'ai quand même envie de voir Tsarukyan Makhachev avant de voir un Chandler Makhachev. Mais ça serait toujours intéressant parce que Chandler, bon, il est censé être bon lutteur, mais il se crame tellement qu'arrivé au 2e round, ça devient compliqué de lutter. Mais il pourrait bondir à la face de Makhachev et le surprendre. C'est quelque chose qui est fort possible.
Rakid me dit le comble pour Jamal Hill, c'est que lui aussi est gaucher, mais il a dû l'oublier avec son cerveau lors de l'UFC 300. Et oui, puisque Jamal Hill a dit que Pereira allait avoir du mal contre Khalil Rountree, parce que Khalil Rountree est gaucher, et que Pereira a toujours eu du mal contre les gauchers, y compris en kickboxing. Jamal Hill est gaucher, c'est vrai. D'ailleurs, je te dis, ça aurait été drôle que Pereira tweete un truc du style le KO que je t'ai mis t'a fait totalement perdre la tête, ou quelque chose du genre. Bon, il l'a pas fait, il a été classe. Et puis on termine avec une petite blague de Ced MTL Rules qui me dit « Il faut que Merab trouve un acteur pour jouer le faux Oumar maintenant ». Oui, parce qu'il avait trouvé un acteur pour jouer le faux O'Malley, il faisait des vidéos assez drôles. Et je suis d'accord avec toi, ça m'a fait sourire. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié l'émission. On se retrouve pas demain, vraiment je pense que ça va être trop compliqué. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Profitez bien de votre UFC Paris. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée, salut.